Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. Nous sommes sur les bords du lac d'Annecy, nous sommes à proximité de l'embarcadère d'Angon, à côté du restaurant L'Aquarama. Le propriétaire du restaurant, Christian Fabre, sera avec nous d'ici quelques instants et nous parlera de son concept, restauration certes, mais également base de plein air et de loisirs. Nous allons parler également du réseau Empreinte en compagnie de Pauline Fiamingo. Elle est responsable de la communication de ce réseau. À quoi sert-il? Vous en saurez plus d'ici quelques instants. Seront également avec nous Arnaud Dutheil et Françoise Lapeyre-Usu. Ils ont mis en place ensemble une exposition intitulée La neige et l'architecture. Nous allons parler de l'évolution de cette architecture en montagne à travers l'exemple de 6 grandes stations avec des photographies signées Éric Dessert. Tout cela, c'est dans un instant, c'est sur Montagne TV. C'est 2 heures de marche, ça commence. Mesdames et messieurs, Pauline Fiamingo est notre invitée. Pauline, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour. Parce que vous allez aujourd'hui me faire découvrir quelque chose qui est ce réseau Empreinte. On en entend parler de temps en temps. C'est quoi exactement ce réseau Empreinte? Vous êtes sur quel secteur géographique et quel est votre rôle? Alors le réseau Empreinte, c'est une association loi 1901 qui est un réseau de sites de découverte du patrimoine savoyard et de l'environnement au Savoyard. Donc environnement au sens large, on parle de l'environnement naturel et de l'environnement culturel. On a 41 structures membres sur l'ensemble du département. Donc ça va être des réserves naturelles, des maisons thématiques, des abbayes, des fromageries, des fermes. C'est vraiment très éclectique et ils sont spécialisés dans l'éducation à l'environnement montagnard. Très bien. Et vous avez donc un réseau de bénévoles très important qui travaille avec vous? Alors ce sont des bénévoles qui sont plutôt les bénévoles de nos structures membres, pas de notre association en tant que telle. Et en tout, il y en a 1500 si on recense l'ensemble des bénévoles de nos 41 structures. Voilà. Comment se fait-il que Empreinte ne soit pas connue par le grand public? Alors, nous, en tant que réseau, on a un réseau professionnel. On travaille avant tout avec et pour nos membres. Donc, on travaille sur de l'accompagnement, de la professionnalisation, faire émerger des projets pour eux. Alors, on ne travaille pas du tout comme une tête de réseau. C'est vraiment de la gouvernance horizontale. C'est très participatif. Quand plusieurs structures ont envie de travailler sur un sujet, on fait en sorte de les aider à monter un projet pour trouver du financement et mener à bien ce projet. Et vous aidez également pour l'organisation, je ne sais pas moi, peut-être de mise en place de musées, de thématiques, d'expositions, de choses de genre? Voilà, on les accompagne sur de l'exposition, sur des malles pédagogiques. On peut aussi les former à des nouvelles technologies, à des techniques de médiation comme la technique de médiation par le conte, sur l'oralité, c'est vraiment très éclectique. Bien sûr. Ça vous amène à travailler sur combien de projets différents chaque année? Alors en tout, par exemple, cette année, on a 10 groupes de travail en cours. Ça peut être un groupe de travail sur l'accessibilité pour faire venir des personnes en situation de handicap dans les structures, faire des animations spécifiques. Ça peut être créer des malles pédagogiques itinérantes sur des thèmes particuliers, sur la forêt, sur la rivière, qui vont ensuite pouvoir itinérer, se transporter, ça se dit pas mais c'est pas grave, se transporter sur l'ensemble du département, de nos structures membres, mais aussi de sites partenaires, de bibliothèques, dans les écoles. Le but du jeu à chaque fois, c'est que ça profite au plus grand nombre et puis que ça profite aux habitants de la Haute-Savoie et puis aussi de la Savoie. Souvent, on fait des échanges avec le réseau des musées savoyards. On parlait de se transporter, de voyager également. Il y a une exposition que vous avez mise en place qui se déroule jusqu'à fin septembre et qui sera par la suite itinérante. J'aimerais bien que vous m'en parliez. Elle s'appelle comment? Alors, elle s'appelle Une montagne de chemin. Elle traite de la thématique des sentiers de montagne, avec un petit zoom forcément sur la Haute-Savoie, mais de la montagne en général, c'est assez transversal. Elle est visible à la Maison de l'Alpage à Servoz, dans le pays de Chamonix-Mont-Blanc, jusqu'à fin septembre. Et ensuite, elle va tourner sur l'ensemble du département pendant 3 ans. Donc vous allez pouvoir la retrouver sur 15 structures différentes. C'est une exposition un peu particulière parce que, comme toutes les actions du réseau Empreinte, c'est une expo formation. Il y a un double objectif. Le premier objectif, c'est de créer un outil pédagogique et ludique pour la découverte de l'environnement montagnard. Et le deuxième objectif, c'est de développer les compétences de nos membres. Donc, quand on a créé l'exposition, on a formé un groupe de travail avec des structures membres, des abbayes, des réserves naturelles et des maisons thématiques. Et on les a formés à la création d'une exposition, à la muséographie, à la scénographie, à la recherche de contenu, à la rédaction. Et après, l'outil vide ses propres ailes et il va y avoir aussi une malle pédagogique qui va tourner sur cette thématique. Mais de la même manière, l'outil pourrait progresser et grossir, je dirais même, parce que
fur et à mesure que les gens vont venir assister à cette exposition, ils ont peut-être aussi des témoignages à vous faire partager et qui peuvent venir gonfler cette exposition? Alors l'avantage c'est déjà aussi, arrivé? c'est déjà arrivé. On avait fait tourner une première exposition qui s'appelait De la veillée à la télé, qui était donc sur les quotidiens d'un enfant de 1860 et d'un enfant de 2010. On avait travaillé avec les écoles pour ça et chaque structure qui empruntait l'exposition pouvait rajouter lui-même ses collections, ses objets, ses outils et des témoignages qui lui faisaient penser justement aux thématiques qui étaient abordées. Et à chaque fois, ce sont des expositions un peu participatives aussi. Le visiteur est toujours mis à contribution. Déjà, il est acteur de sa découverte dans un premier temps. Et ensuite, il est invité à laisser des témoignages, à laisser des petits mots, à laisser sa trace, à laisser en quoi pour lui la montagne c'est sympa ou pas du tout, on a le droit de pas aimer la montagne. Donc il a le droit de donner son avis et ça reste dans l'exposition et ensuite on le valorise sur le site d'après qui va accueillir l'exposition qui rapporte aussi tout ça, ce petit bagage chez lui. Est-ce que je peux devenir acteur de ce réseau empreinte? Oui. De quelle façon? De quelle façon? Alors déjà il faut nous faire une demande, on ne cherche pas du nouveau membre. Bien sûr. Voilà, on ne prospecte pas. En fait, il faut être en adéquation avec notre charte, c'est-à-dire de faire de l'éducation à l'environnement, naturel ou culturel, d'avoir un ancrage territorial fort et d'avoir un salarié. Voilà. Bah écoutez, pourquoi pas? On ne sait jamais. Allons-y. Une prochaine fois. Merci mille fois en tout cas, Pauline. Merci à vous en tout cas, bonne journée. Merci. On va continuer à parler de l'architecture et de la montagne. Elle a énormément évolué au cours de ces dernières années, voire de ces décennies, voire peut-être aussi de certains siècles. On en parle d'ici quelques instants. Nous allons évoquer maintenant un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'architecture, et qui plus est l'architecture en montagne. Nous sommes en compagnie de Françoise Lapérusu. Merci d'être avec nous. Vous êtes conservateur général du patrimoine, c'est bien cela? C'est cela. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est parfait. Et à vos côtés, Arnaud Dutheil, qui lui est architecte. Voilà. Et tous les deux, vous êtes à l'initiative d'une exposition. Peut-être, je dis tous les deux, vous étiez peut-être plus que cela au départ. Une exposition qui s'appelle La neige et l'architecture. Alors c'est un peu compliqué en fait. C'est qu'au départ, c'est un travail qu'on a lancé, donc le service de l'inventaire de la région Rhône-Alpes, qu'on a lancé avec l'école d'architecture de Grenoble pour faire l'étude de 6 stations de sport d'hiver, donc l'architecture, donc avec un regard patrimonial. Donc Courchevel, les Arcs, Avoriaz, Megève, les Carélis, et Flaine. Voilà. Et donc c'est un travail scientifique de recherche qui a donné lieu à cette exposition qui est présentée donc chez Arnaud au CAE jusqu'à fin septembre. Alors vous nous avez cité quelques stations de montagne qui ont à chaque fois une architecture très particulière et surtout très différente. Qui est-ce qui explique cette différence dans les différentes architectures? C'est l'année où ça a été construit? C'est quoi exactement? Alors, elles sont toutes à peu près de la même époque en réalité, mais derrière ces stations, c'est surtout une aventure humaine. En fait, c'est la rencontre d'un promoteur avec un architecte. Oui. Et comme c'est un programme nouveau, ce sont généralement des jeunes en fait, qui se lancent dans l'aventure. Et enfin, c'est ça, nous, qui nous intéresse particulièrement, c'est de décrypter cette aventure humaine, de décrypter comment ces formes nouvelles ont été créées. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est un programme nouveau, forme nouvelle. En fait, hein. C'est le challenge un petit peu qui était offert à ces jeunes architectes. Et on peut vraiment dire que la montagne était un lieu de créativité extraordinaire. Alors, c'est vrai que je dirais, il y a deux écoles qui, à un moment donné, vont peut-être pouvoir se confronter. Il y a l'architecture pure et puis il y a le patrimoine. Quand on parle de patrimoine, il y a peut-être des stations qui vous tiennent plus à cœur parce que c'est vraiment l'esprit de la Savoie ou de la Haute-Savoie ou de la montagne, dirais-je, plus familièrement. Megève, c'est vraiment ces petits chalets, c'est une architecture très particulière. Quand on est dans l'exemple de Flaine ou des Arcs, c'est une architecture ou en tout cas une signature tout à fait différente, quoi. C'est vrai, mais en fait, c'est précisément ce regard patrimonial qu'on a voulu, nous, service d'inventaire du patrimoine, porter sur les stations de sport d'hiver. Parce qu'on s'est dit qu'elles méritaient une attention, au même titre qu'un chalet ou qu'une église romane, etc. Et quand on a commencé à travailler dans les années 90, c'était pas si évident que ça, hein, on peut le dire. En fait, les gens ne regardaient pas l'architecture des stations de sport d'hiver comme quelque chose d'intéressant, véritablement. Il y avait des destructions, il y avait des transformations, enfin bref, on a voulu porter ce regard, un regard nouveau, nous semble-t-il, sur ces stations
pour que les gens les apprécient, les regardent, pour qu'il y ait aussi des protections. Ce qui est intéressant, c'est aussi de traduire la volonté de l'architecte. Parce que lorsqu'on est purement sur la signature visuelle, je dirais, on a du mal parfois à décrypter la volonté de l'architecte. Pourquoi avoir construit les arcs de telle manière? Lorsqu'on vous explique que les plafonds étaient rabaissés, le sol en dessous et le balcon légèrement en hauteur pour permettre au soleil de rentrer le plus possible dans l'appartement, que les lits étaient relativement bas parce que les baies vitrées étaient hautes et qu'on voulait profiter de la carte postale en permanence, ce sont des choses qu'on ne découvre pas tout de suite si on n'est pas initié, si on ne nous explique pas. Et c'est ce que vous faites également dans le cadre de l'exposition. Voilà, parce qu'en fait, vous avez parlé des différents styles des stations. Bien sûr. Et c'est vrai que ces stations, elles ont 45 ans. Moi, j'avais un petit peu plus, mais voilà, 45 ans. Et en 45 ans, c'est comme toute architecture qui à un moment donné est nouvelle, est portée par la nouveauté, et puis il y a un reflux qui se fait, et on a une période aujourd'hui où on redécouvre les choses. Et ce que vous venez d'exprimer, c'est exactement le parcours des personnes, c'est-à-dire qui se réapproprient finalement la station, c'est-à-dire qu'ils commencent à comprendre, se dire ah oui, il a fait ça, et finalement on finit par les aimer. Même Flaine, que vous tentiez d'opposer à Genève, qu'on a considéré comme étant à un moment donné le Nanterre de la montagne, c'est-à-dire une station tout en béton. Oui. Alors que je peux vous dire qu'il y a des Américains qui traversent l'Atlantique pour venir voir Flaine. Vous voyez, donc c'est une référence d'un architecte mondialement connu. Donc, bien sûr. Alors, pour cette exposition, vous êtes épaulé aussi par un photographe qui a un œil, qui est quand même connu. Monsieur Dessert, combien de photographies sont présentées? Il y a 60 photographies qui ont été réalisées par Éric Dessert. En fait, Éric est photographe au service de l'inventaire de la région. Mais pour cette opération, à côté des photographies demandées pour illustrer le livre, etc., on lui a donné carte blanche en fait pour exprimer avec sa sensibilité qui est importante. Bien sûr. Ce qu'il ressentait en termes d'architecture, la manière dont l'architecture dialogue avec la montagne, etc. Et donc c'est 60 photos au grand format qui sont présentées chez Arnaud en ce moment. De ces différentes stations, de laquelle vous sentez-vous la plus proche en matière d'architecture? Ah, moi c'est Avoria, ça. Je reconnais que... Et puis j'ai eu un coup de foudre, on peut le dire, pour Jacques Labro, qui est l'architecte d'Avoria. C'est un homme délicieux, sensible, avec qui on a pu visiter par le menu cette station. On a la chance de la voir encore parmi nous, ce qui n'est pas le cas des autres architectes. Pour la plupart, ils sont décédés, comme Charlotte Perriand. Bien sûr, des grands noms, Charlotte Perriand pour les arcs, avec Guy Rémier, que j'avais eu l'occasion de Guy Rémier va très bien, merci. Il va très bien, il est en pleine forme, il vous embrasse. Il va très bien. Et donc, Avoria, parce que c'est unique, de toute façon, c'est une architecture unique au monde, en fait, avec ses toits, ses façades toiture, ce travail sur le bois, la manière dont cette architecture est complètement intégrée. Quand la neige tombe, enfin, sur le rocher, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc, merci Monsieur Vernet. Merci Monsieur Vernet. Vraiment. Alors pour Françoise, c'est Avoria, pour vous? Allez, moi je vais dire Megève, parce que c'est le premier qui se confronte au programme. Voilà, qu'est-ce que je fais des skieurs, comment je les loge, et donc il va inventer une typologie en fait qui est unique, que tout le monde reconnaît comme étant l'inventeur du chalet skieur. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et en fait, ces chalets, donc d'Henri Jacques le même, sont vraiment modernes en fait. Bien sûr. Ils paraissent comme ça de loin, on se dit oui, c'est un peu comme ça traditionnel, je sais pas quoi. Pas du tout. Quand vous regardez, c'est ça aussi la patte des grands architectes. Moderne, dans les matériaux, dans la mise en œuvre et surtout dans la façon dont le programme est agencé. Voilà. Pour certains grands noms de l'architecture, on peut évoquer, vous évoquiez Charlotte Perriand tout à l'heure, dans la même école et dans la même veine, parlons de Le Corbusier. J'avais eu l'occasion de visiter son appartement atelier qui se trouvait donc juste à côté du Parc des Princes à Paris. Vous rentrez dedans aujourd'hui, vous avez le sentiment que l'appartement a été construit pour des gens qui vivent aujourd'hui, alors qu'il a été fait il y a un siècle. C'est quand même bien pensé. Je vous laisse présenter peut-être l'ouvrage que vous avez juste à côté, qui vous a bien aidé pour que vous puissiez vous appuyer pendant toute l'émission, Françoise. En fait, c'est le travail d'inventaire sur toutes ces stations qui a été mis en lumière. Donc c'est un ouvrage, on va dire, scientifique, de recherche, qui présente l'intérêt de chaque station, justement, son originalité, le travail aussi bien sur les équipements, les téléphériques, que sur l'habitat, les logements, les hôtels, les chalets, tout type Très bien. Je vous l'emprunte, je le présente à la caméra, voilà. On le précise, c'est aux éditions Lieu-dit. Très bien, station urbanisme et architecture de sport d'hiver. Édition Rhône-Alpes. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Françoise. Merci également, Arnaud. L'exposition, c'est jusqu'à la fin du mois de septembre? Absolument. On rappelle l'adresse? Oui. C'est à l'île-Ouest, donc en plein centre d'Annecy, tout proche de la gare. Esplanade Paul Grimaud. Tout le monde ne connaît pas l'adresse, mais voilà. On trouvera sur Internet sans aucun problème. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci. D'ici quelques instants, on parle restauration sur les bords du lac et nous serons avec celui qui nous a invités à faire cette émission ici, Monsieur Christian Fabre, dit Criquet. Nous sommes à l'Aquarama.
Christian Fabre est notre invité, ou plutôt devrais-je dire, nous sommes les invités de Christian Fabre, dit Criquet. C'est le prénom, Criquet. Tout le monde vous connaît sous ce nom-là. Merci de nous accueillir dans ce restaurant. C'est votre restaurant, l'Aquarama. C'est un des plus beaux spots sur le lac d'Annecy. C'est un plaisir de vous accueillir. Effectivement, c'est un des plus beaux spots. Il y en a vraiment d'autres, bien sûr. Mais le constat, c'est qu'on a un grand lac avec très peu d'endroits où on peut se poser et prendre beaucoup de plaisir sur une journée complète. Là, on peut y accéder directement en bateau. On peut accéder en bateau, en vélo, en moto, en voiture, par les airs, pas encore, mais ça devrait pas tarder. On parlait d'activité nautique, c'est quelque chose que vous avez énormément développé en dehors de la partie restauration, je dirais. Voilà, l'idée c'est que l'Aquarama ne soit pas seulement un restaurant, mais qu'on développe aussi l'aspect de la plage privée et surtout d'un accès à des activités sportives ludiques, ski nautique, wake, paddle, en passant par le kayak, le pédalo pour les moins fringants. Ouais. Mais le fait c'est de profiter de l'eau au maximum, sans oublier toutes les autres activités un peu plus liées à la montagne, puisqu'on a la chance d'être entre lac et montagne. Je parle du canyoning, du parapente et de toutes ces activités-là, du VTT. Et ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place, des partenariats avec différentes sociétés spécialisées dans des activités diverses. Exactement, et c'est ce qui nous permet également de recevoir ici de plus en plus des prestations de tourisme d'affaires. On a reçu encore dernièrement plusieurs sociétés qui ont passé la journée ici et qui ont à la fois passé un bon moment culinaire, mais aussi un bon moment de prestations sportives et moins sportives, parce qu'ils ont même pu profiter de notre joli bac à sable destiné aux enfants dans un premier temps, mais qui leur a servi à faire un joli petit concours de château de sable. Vous voyez qu'on n'est pas à court d'idées. Et ça se développe en permanence. À chaque fois que vous voyez quelque chose se passer, vous vous dites tiens, je pourrais peut-être le faire et, voilà, en tout cas le retraduire différemment. D'idées, surtout pour ce genre de choses, on va intituler un peu conneries, mais voilà, il y a vraiment de quoi faire ici. Les conneries, ça plaît toujours et à tous les âges. Exactement. Très bien. C'est une carte proposée vraiment axée sur, je dirais, les produits du lac. Pas du lac, malheureusement, mais des produits de lac, parce que du lac, malheureusement, sur le lac d'Annecy, il ne reste que 3 pêcheurs. Donc c'est quasiment impossible, à part un ou deux restaurants très haut de gamme, dont je ne citerai pas les noms. C'est un monsieur avec un chapeau, voilà, et tout, et qui peuvent en profiter. Autrement, c'est plus du clandestin, donc on ne peut pas toucher à ça. Mais c'est vraiment de la friture de lac, des perches de lac, etc. Mais c'est malheureusement pas celle du lac d'Annecy. Bon, c'est beau, c'est bon, c'est simple. C'est dans une ambiance bon enfant, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer la situation ici? Exactement, moi j'ai voulu refaire l'endroit, un endroit où moi j'avais envie d'aller. L'idée c'est de pouvoir aussi bien passer un bon moment autour d'une table, des bons moments autour d'un verre bien frais de rosé. Et en même temps, l'idée ici c'est que des gens en costume, en repas d'affaires, côtoient des gens en maillot de bain qui arrivent du ski nautique et qui profitent des mêmes choses dans le même cadre. Chacun peut y trouver son bonheur. J'envisagerais bien de retirer cet habit de travail pour mettre aussi un maillot de bain et profiter du lac. D'ailleurs, le matin, là, tous les samedis matins et le jeudi soir également, mais je vais vous proposer le samedi matin. Le samedi matin, on a des sessions yoga brunch avec Cathy, notre prof de yoga, qui fait un yoga dynamique et on est maintenant à 30-40 personnes sur chaque session. C'est bien que vous parliez de ça. Et ils finissent après à 10h15 et ils font un petit brunch d'un autre monde, un vrai petit déjeuner. J'ai plus encore fait pour le brunch que pour le yoga à titre personnel. Voilà, là, il vaudrait mieux venir le jeudi soir, parce que le jeudi soir, c'est la yogi party. Donc il y a d'abord un cours de yoga et après ça se passe sur l'apéritif. Je pense que ce sera plus votre place. Je vois qu'on a égalité sur ce domaine-là. Très bien. Merci mille fois Christian de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. À une prochaine fois. Et on vous attend très vite. Avec grand plaisir. On va parler maintenant spéléologie en parlant de 3 sphingonautes, je crois qu'on peut les appeler comme ça. Ils sont partis à Madagascar. Ils ont repéré d'ailleurs par satellite des cavités existantes à Madagascar et ont décidé de se rendre sur le terrain pour vérifier la véracité des lieux. On en regarde un court extrait sur Montagne TV et en ce qui nous concerne, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de 2 heures de marche. Merci encore Christian.
Florent, Serge et Jean-Claude sont des spéléologues. Après avoir réalisé de nombreuses premières un peu partout dans le monde, ils s'aventurent aujourd'hui dans le massif des Tsingy de l'Ankarana, au nord de Madagascar. Leur objectif ? Découvrir un maximum de cavités et descendre là où jamais personne n'est descendu. Le massif de l'Ankarana est une vaste zone protégée, devenue un parc national. Il faut 2 jours de 4x4 pour s'y rendre depuis la capitale. Avec le temps, l'érosion lui a donné sa forme actuelle. Des Tsingy calcaires acérés en surface et un réseau de canyons et de grottes en profondeur. Ce sont ces cavités inexplorées qui attirent notre équipe. Tout a commencé chez moi, devant mon ordinateur, les pieds dans mes charentaises. J'ai remarqué des photos satellites de l'Ankarne. Et sur ces photos satellites, on voyait des sortes de gouffres. À partir de là, j'ai contacté 2 camarades et nous avons monté une expédition pour venir ici. C'est une zone très difficile d'accès. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'expédition sur ce plateau. Quand on voit des ouvertures de gouffres comme ça, on a envie d'aller voir sur place.